Dimanche 31 mars 2024, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme 7 Hebdo. Affaire Martinez-Zogo, après un an d'instruction, le procès dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste chef des chaînes de la FM Sévère à la première audience lundi 25 mars 2024. Les 17 inculpés ont répondu présents ainsi que leurs conseils respectifs. Près de 4 heures de débat après, l'audience a été renvoyée au 15 avril prochain pour permettre aux parties de communiquer la liste des témoins et permettre également au tribunal de répondre aux observations et revendications des parties dans l'optique d'un déroulement serein du procès. Entre-remise en doute dès l'identité de Martinez-Zogo, diffusion du procès, problème sur la constitution des conseils. Le président du tribunal, le colonel Jacques Missendionnet, devra répondre à une kyrielle de demandes pour contenir les débordements. Affaire Martinez-Zogo, une première audience tendue. Le résumé et la suite du procès, on en parle avec nos invités sur le plateau. C'est la principale thématique à l'ordre du jour. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on reçoit nos invités qui sont déjà avec nous. Maître Calvin Diop, vous êtes avocat, conseil de Diane Zogo, épouse de Martinez Zogo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à vos téléspectateurs également. Maître, je vous accueille avec cette question. La SABC annonce la vente de 1,1 milliard de litres en 2023 pour un chiffre d'affaires de 729 milliards de francs CFA. Annonce faite par son directeur général lors de l'inauguration de l'extension de l'usine de Yaoundé le 21 mars dernier. Le chiffre d'affaires est tiré en grande partie de la vente des boissons au cours de l'année dernière, en progression par rapport à l'année précédente. Maître, on sait que dans les 729 milliards, un peu plus de 300 milliards vont entrer dans les caisses de l'État à titre d'impôt. Et en face, on a quand même 1,1 milliard de litres consommés par les Camerounais alors qu'il y a tellement de choses à faire dans le pays. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'inquiéter d'une nouvelle comme celle-là? Alors, ça dépend de quel choix on fait, quel choix de société on fait pour se réjouir ou s'en inquiéter. Simplement, on peut se réjouir dans un premier temps parce que l'activité au Cameroun, elle est florissante. Les sociétés qui interviennent sur notre territoire ont matière à se développer. Donc il y a une consommation sur place, il y a une activité économique riche et vivante. On peut s'en inquiéter parce que finalement, la question est de savoir est-ce que la consommation excessive de ces produits brassicoles ne nuit pas à l'éveil ou du moins à la réactivité de nos concitoyens. Là, moi, je pencherais plutôt pour le deuxième point. Deuxième aspect, l'aspect d'inquiétude. Parce que quand on voit la quantité quand même de consommation qu'il y a, il y a de quoi s'inquiéter, de savoir est-ce que ces gens-là ont une activité quotidienne, travaillent, parce qu'une consommation d'alcool de manière récurrente et continue peut altérer les capacités cognitives ou intellectuelles, peuvent affecter l'activité professionnelle de ces gens-là. Est-ce que ces consommateurs ont une activité? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce que c'est une consommation ponctuelle ou une consommation sociale, j'entends sociale, par uniquement le soir en sortie avec des amis, avec des collègues, ou voire même en fête de famille? Ça aurait été mieux qu'on puisse avoir effectivement une sorte d'étude détaillée de cette consommation pour se faire un avis et pour voir si effectivement ça a un impact sur la productivité ou l'état d'esprit de nos concitoyens. Merci Maître d'être avec nous. On va échanger tout au long de cette émission, cet hebdo. Deuxième invité, Jean-Claude Youth, RDPC. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, Monsieur Olivier. Bonjour à l'ensemble des co-panélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de cet hebdo. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Jean-Claude, les appels à la candidature de Paul Biya résonnent à travers le Cameroun depuis quelques jours. Ils se sont intensifiés à l'occasion de l'anniversaire du RDPC dimanche dernier. Comment comprendre que, malgré la situation chrysogène que le Cameroun traverse, et que d'aucuns appellent même à un rajeunissement de la classe politique, mais qu'au RDPC, on estime toujours qu'à 91 ans, le chef de l'État, Paul Biya, est toujours l'homme de la situation? Il est l'homme de la situation de par le fait qu'à chaque fois où le peuple camerounais a été consulté, le peuple camerounais a eu à renouveler sa confiance en l'homme du renouveau. Donc à partir de ce moment-là, essayer de renvoyer le débat sur l'âge, je pense qu'en réalité c'est désuète. Parce que vous voyez aux États-Unis, où pratiquement les octogénaires sont candidats. Mais c'est l'une des plus grandes démocraties au monde. Est-ce qu'il n'y a pas une jeunesse aux États-Unis dans une population de plus de 300 millions d'habitants? Vous allez vous poser la question, nous ne sommes qu'à peine 30 millions, donc 10 fois, uniquement un dixième de la population américaine. Ceci étant dit, il faudrait plutôt que nous nous interrogions sur la vision et les visées du peuple camerounais et ses aspirations par rapport à ce qui est fait, par rapport à ce qui doit être fait et par rapport à ce que nous comptons faire. Et sur ce plan, sur l'ensemble du territoire national, nos camarades l'ont démontré à travers pratiquement 360 meetings qui ont été organisés sur l'ensemble du territoire national. Ça aussi, c'était un défi. Ça aussi, ceci a montré une vitalité d'un parti, une capacité de mobilisation des millions de Camerounais, militants et sympathisants, tous en tenue du parti, quasiment, pour la plupart. Donc, nous pouvons nous dire que vous devez renvoyer dos à dos les autres partis, dont les concurrents, parce que nous déjà, ayant nos champions, et vous oubliez, je ne vous rappelle pas les objectifs d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le maintenir le plus longtemps possible. Oui, mais s'il n'y a pas lieu de, je ne sais pas, peut-être désigner, changer même à l'intérieur de votre parti politique, avoir peut-être un candidat, peut-être, qui pourra apporter un nouveau souffle. On imagine que... Est-ce que nous sommes essoufflés pour dire qu'on a besoin d'un nouveau souffle? Nous ne sommes pas essoufflés. Nous sommes plutôt orientés vers le cap de l'émergence à l'horizon 2035. Les bases sont en train d'être mises. Nous sommes convaincus que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui est le président national du Rassemblement démocratique peuple camerounais, a encore beaucoup de choses à nous apporter, à nous démontrer. Et c'est pour cela que pour nous, la question ne se pose pas au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, pour nous, il est important de continuer à entretenir cette base électorale, de continuer à démontrer ce que nous faisons, de dire à ce peuple camerounais que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent encore à faire. Et le projet de société du président de la République qu'il a présenté au peuple camerounais en 2018 est assez éloquent. Et le bilan est là. Et n'oubliez pas qu'à chaque élection présidentielle, nous avons présenté un bilan qui a été évalué et apprécié par le peuple camerounais qui nous a reconduit et renouvelé sa confiance. Et cette confiance-là, c'est en l'homme du renouveau. Maître Mars Wabo, vous êtes avec nous ce dimanche. Vous êtes homme politique et communicant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de me retrouver sur le plateau. Je salue les co-panélistes et tous vos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Maître, depuis le 28 mars 2024, le prix au détail du bidon de 25 litres d'huile raffinée Oléo connaît une baisse considérable, passant de 31 000 à 27 700 francs, soit 1108 francs le litre désormais. Il est question, selon le ministre du Commerce, d'une mesure qui vise à lutter contre la vie chère enregistrée ces derniers temps au Cameroun. Maître, bonne nouvelle pour les ménages où il en faut plus. Non, écoutez, on subit depuis un temps une inflation généralisée. Venir prendre une mesure
vous dites c'est de 108 francs sur l'huile de palme, c'est ça? Je crois qu'il n'y a pas lieu, l'huile raffinée, il n'y a pas lieu de se réjouir. Je crois qu'il faut encore plus que ça. Il faut aller au plus profond parce que le problème ne se pose pas seulement au niveau de l'huile. L'huile va peut-être nous servir pour faire la cuisson, mais avant d'avoir l'huile, il y a d'autres choses justement qu'il faut bien avoir. Nous disons tout simplement que pour nous, c'est quelque chose, peut-être on peut considérer que c'est une avancée, même si elle n'est pas significative. Nous demandons tout simplement au ministre d'aller encore plus loin. Merci. Je peux donner une précision quand même. D'accord. Pour qu'on soit complet. D'accord. En fait, les ménages sont en train de gagner 500 francs d'économie par rapport au prix actuel parce que les prix étaient à 1600 francs. À un moment donné, ils ont connu une légère baisse à 1500 francs. Donc lorsqu'on revient à 1100 francs, parce que n'oubliez pas aussi l'autre marque, vous avez parlé de Léo, mais il y a aussi Mayor qui est à 1100 francs également, donc il y a une petite différence de 0,8 francs par rapport aux deux, c'est un positionnement juste marketing, je pense bien. Donc à partir de ce moment, vous voyez que les ménages qui achetaient à 1500 francs, qui sont en train d'acheter à 1100 francs, il y a une réduction de 400 francs. Alors, je reste donc sur ma posture. C'est significatif. Je reste donc sur ma posture. L'inflation est généralisée. Et effectivement, que le monsieur du RDPC, parce que quand je l'écoute, il veut laisser croire que la situation, justement, est rassurante au niveau des ménages. Je dis non, il n'y a pas que l'huile. L'huile est un élément essentiel, mais je dis bien qu'il y a d'autres choses qu'on pouvait toucher bien avant l'huile. Parce que pour avoir l'huile, il faut déjà avoir, comment je peux dire, il y a certains nécessaires qu'il faut d'abord avoir. Je vais prendre un exemple, monsieur. J'ai besoin de préparer ce qu'on appelle ça quoi, du riz sauté, je crois. On a besoin de l'huile. Mais avant d'acheter l'huile, il faut d'abord que je trouve ce riz. Et ce riz, justement, n'est plus aujourd'hui facile à obtenir. Donc, moi, je suis même un peu dépassé parce que j'aurais même voulu, si vous voulez, j'aurais même voulu maintenir même l'huile. Maintenez l'huile. Allez faire des efforts sur d'autres produits de base. Ça ne poserait pas de problème. Pourquoi on va toucher l'huile? Est-ce que les Camerounais se plaignent même véritablement au niveau de l'huile? Il n'y a pas que l'huile sur le marché. Vous avez du riz que vous pouvez acheter, vous avez de la banane plantain, vous avez bien d'autres choses, monsieur, que vous connaissez mieux que moi. Donc pour moi, si le ministre pose un tel acte là-dedans, cet acte n'est pas un acte salutaire. Parce que je dis bien, avant que de se retourner vers l'huile, il y a des aliments qu'il faut acheter bien avant. Si je peux donner une précision, c'est pas ça la thématique, mais c'est pour que les téléspectateurs puissent mieux nous comprendre. Cette mesure entre dans une série de batteries de mesures d'accompagnement. N'oubliez pas que nous sommes passés par l'augmentation des salaires des agents publics, 5% plus 5%, donc 10%. N'oubliez pas que le SMIC est passé à 60 000 francs. N'oubliez pas que l'impôt libératoire a été rabattu de 25%. N'oubliez pas que la patente a connu également un rabattement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'encadrement des prix au niveau du transport. 16 francs pour le transport interurbain, 350 francs pour le taxi, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'huile. Et n'oubliez pas également que nos planteurs du cacao sont en train de vendre leur cacao aujourd'hui à 5 000 francs le kilogramme, lorsque autrefois il était vendu à 1100 francs. Et je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont les deux meilleurs, les plus grands producteurs mondiaux du cacao, le prix est plafonné auprès des planteurs à 1000 francs. Au Cameroun, nous avons laissé le cours libre. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en train de chercher progressivement, et ce n'est pas pour rien que le Cameroun a été cité parmi les 9 pays d'Afrique où l'indice de développement humain et le coût de la vie est meilleur. Maître Wabo, vous voulez juste ajouter un mot et puis on avance. Il se trouve que ce n'est pas le thème. Mais je suis très embêté parce que le langage que tient monsieur est un langage dangereux. Monsieur Yout, premièrement, le SMIC au Cameroun n'est pas de 60 000 francs. Ça, c'est augmenté, ce n'est pas de 60 000. Alors, je ne voudrais pas penser que vous êtes, je vous en prie, je ne voudrais pas penser que vous êtes un chargé de mission, parce que vous et moi, nous avons partagé une émission dans une chaîne concurrente, où quelqu'un, justement, un panéliste, vous a bien rappelé que ce n'était pas 60 000 francs. Deuxième des choses, monsieur Yout, quand vous venez aujourd'hui, vous nous parlez du cacao. Très bien, mais vous êtes en train de faire un dilatoire parce que le problème est essentiel. Nous sommes sur des produits alimentaires, c'est-à-dire que des produits de base qui permettent même aux Camerounais de survivre. Mais vous ne pouvez pas venir aujourd'hui me laisser croire le prix de transport
a baissé. Il est aujourd'hui à 350 francs. Ça n'a pas baissé, monsieur. Le prix du carburant. C'est encadré, j'ai dit. Non, ça n'a pas été encadré. Monsieur, et puis je veux dire, quand vous prenez un exemple, vous dites on a augmenté les salaires de la fonction publique de 5%. 5% plus 5%. Oui, je vais même admettre qu'on a augmenté de 20% dans ce pays. Tous ceux qui y travaillent sont de la fonction publique. Vous avez regardé le secteur privé? Vous n'avez pas regardé ça. Ça, c'est ce que j'appelle du banditisme politique. Ça veut dire que vous vous placez là, vous venez là, vous dites on a augmenté les salaires 5%, 5%, 10%. Qu'est-ce que vous avez fait du secteur privé? C'est le SMIC. Non, soyons sérieux. C'est le SMIC qui non, touche le soyons secteur sérieux. privé. Non, je vous en prie. Mais- Le SMIC n'est pas de 60 000. Il est à Ce que je veux dire, 60 000, monsieur, lisez, ce mais que je veux dire, c'est évident. monsieur, ce que je veux dire, et en toute franchise, Oui. le discours que vous tenez, vous laissez croire que tout est stable et qu'on a en train de maîtriser. Je vous dis, il y a une inflation généralisée. Monsieur, vous avez forcément votre épouse qui va au marché. Vous savez très bien les difficultés qu'elle rencontre au marché, monsieur You. Disons la vérité au Camerounais. Ce que vous appelez quoi là, le poisson fumé. J'ai été surpris qu'on me dit qu'on vend aujourd'hui un poisson fumé à 200 francs. Mais moi, je savais qu'on le vendait 4 ou 5 à 100 francs, monsieur You. Vous pouvez dire aujourd'hui, monsieur You, que dans votre ménage, dans votre famille, dans votre ménage, que votre épouse ne vous a pas dit à un moment donné que le montant de la ration que tu donnes est insignifiant maintenant par rapport au prix sur le marché? Bon. À moins que vous avez un type de marché particulier, vous faites, auquel cas je suis tenté de dire, orienter les Camerounais vers le marché que vous trouvez meilleur. D'accord. Ce sera le mot de la fin pour ce sujet qui semble Je vous surchauffer rappelle, un peu le le débat. SMIC c'est 43 000, monsieur. Non, C'est non. 43 000. Non, C'est vérifiable. Non, le SMIC est à 60 000 Non. plafonné pour le privé S'il vous plaît. et à 49 000 D'accord. francs pour le public. On a donné les différentes plages, y compris même par secteur. D'accord. On va s'en tenir vraiment à cela. C'était une question d'entrée, vous le savez. Permettez-moi, avant de poursuivre, de faire deux précisions. La première précision, c'est que nous avons convié aussi Maître Achille Ledio, représentant du SDF, qui va certainement nous rejoindre à tout moment durant l'émission. Il accuse un petit retard. Deuxième précision, il avait été annoncé au départ un sujet sur la crise au sein du PCRN. Nous avons été en contact avec le service de communication du parti tout au long de la semaine. Jusqu'à hier encore, on en parlait. Il était question d'envoyer un représentant sur le plateau afin de parler du sujet. Malheureusement, nous avons été informés en dernière minute qu'en raison de la fête de la Pâque qui se tient aujourd'hui, il n'y avait pas de communicant disponible pour prendre part au débat aujourd'hui. Dans une telle situation, nous avons l'obligation professionnelle de ne pas évoquer les questions internes du PCRN et malheureusement, c'est cela et du coup, je sais que vous aviez prévu des réactions, d'innombrables réactions sur ce sujet, mais je vous suggère, chers panélistes, de prendre votre mal en patience, tout au moins pour aujourd'hui. Mais en revanche, pour utiliser ce temps, je vous propose qu'on fasse un tour de table sur un sujet qui me semble tout aussi interpellateur pour le Cameroun et même pour l'Afrique en général. Il s'agit du Sénégal. Vous savez qu'à l'issue du scrutin du 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Faye a été élu au premier tour avec 54,28% de voix selon les résultats officiels par la Commission nationale de recensement des votes et confirmés par le Conseil constitutionnel. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le plus jeune président du Sénégal, n'ayant jamais occupé des fonctions électives nationales auparavant. La question, je vous la pose, Maître Calvin Diop. À 44 ans, de la prison à la présidence, Bassirou Diomaye Faye serait-il sur les traces de Nelson Mandela, Maître Calvin Diop? Alors le parcours semble similaire. Il n'est pas totalement identique parce que Mandela, il a fait quand même plusieurs années de prison. Je pense que lui, il a fait que 11 mois de mémoire. Mais effectivement, la symbolique de la prison à la présidence est somme toute présente et identique. Mais pour moi, ça révèle quelque chose, au-delà de cette symbolique-là. C'est que finalement, le fait d'avoir des convictions, d'avoir un projet, une idée de la manière dont on doit vivre en communauté, de la maintenir, peu importe les obstacles, peu importe du moins les empêchements qu'on peut croiser sur son chemin, maintenir ça fait aussi l'homme politique. Conserver ses engagements, conserver ses idéaux et ses idées,
coûte que vaille, ça fait l'homme politique en lui-même. Et il faudrait saluer ce président, parce qu'il est maintenant, les résultats sont clairs, il est élu président. Il faudrait le saluer dans son engagement, dans sa ténacité, dans sa détermination à aller jusqu'au bout de ses idées. Ce n'est pas évident quand on fait de la politique de tenir autant. Ce n'est pas évident quand on fait de la politique de se voir enfermé avec une femme qui est presque à terme, et de ne pas voir les premiers jours de son enfant. Ce n'est pas évident de faire de la politique et de savoir qu'on met ses proches et sa famille en danger. Mais on a un individu qui a dit, écoutez, moi j'y vais malgré tous les dangers, malgré tous les risques que j'encours, parce que j'ai une idée et un projet pour mon pays. On salue aussi la jeunesse de ce candidat, de ce président. On salue la jeunesse et ça me permet de dire aussi que j'ai entendu quelques mots là tout à l'heure sur l'âge, mais il y a un fait. Une classe politique qui ne se renouvelle pas, elle entraîne forcément le pays dans son échec, dans sa chute, dans sa descente. Il faut renouveler continuellement. On le voit dans les grandes démocraties. Il y a de manière régulière une classe politique qui vient et qui apporte sa vision, qui apporte ses manières de faire, qui apporte le projet qu'elle a pour la société. Même si après la classe précédente, la classe qui était présente et qui a été enlevée revient, elle va forcément revenir avec d'autres idées. Parce que le fait de sortir, de se détacher un peu des affaires politiques permet d'avoir une vision panoptique de la société, permet d'être aussi de l'autre côté et de voir que ce qu'on fait subir aux autres, on peut le subir aussi, et donc il faudrait améliorer sur différents aspects. Mais attendez que je vous lance un peu. Comment est-ce que vous analysez le rôle que le Conseil constitutionnel a joué dans cette opération? Parce que vous savez que les élections ont d'abord été reportées. Le Conseil constitutionnel a annulé, cassé cette décision du président Macky Sall. Et il y a eu bien d'autres décisions, bien d'autres actes qui ont été pris par le Conseil constitutionnel. Et plus tard que hier, soit avant-hier, ils ont encore confirmé les résultats qui font de Faye président du Sénégal. Comment est-ce que vous analysez un peu ce rôle? Est-ce qu'il était question de prendre des décisions qui vont apaiser un peu le climat sociopolitique? Je ne pense pas que les décisions visaient à apaiser le climat sociopolitique. Les décisions visaient à respecter le droit, à respecter la Constitution. Et ça aussi, c'est un rôle fondamental des juges constitutionnels. Parce que c'est eux, finalement, qui préservent le socle de la société, qu'est la Constitution. Si on se permet de la triturer dans un sens ou dans l'autre, on se permet de ne pas la respecter, on met à mal les fondements et les fondamentaux de ce qu'on peut appeler une république, ou d'une démocratie. Les gens appellent ça comme ils veulent. Donc le rôle, pour moi, ça a été un rôle déterminant dans le respect des règles et des institutions, parce que c'est finalement c'est le leitmotiv en fait de tout juge, pas simplement un juge constitutionnel, mais là, à l'occurrence le juge constitutionnel, mais le leitmotiv de tout juge, c'est d'appliquer le texte tel qu'il est, peu importe la consigne qu'on reçoit, peu importe le donneur d'ordre, peu importe le pouvoir en place, l'élément sacré, la Bible d'un État, la Bible d'une République, c'est la Constitution, et il faut l'appliquer telle qu'elle. D'accord. Jean-Claude Youth, Bassirou Faye, c'est un nouveau président, très jeune président, qui a un parcours quand même atypique. Il a été étudiant à l'ENA, au Sénégal, l'École nationale d'administration. Il a été cadre des impôts. Après, il est sorti, il a été radié de la fonction publique avec son camarade, notamment Ousmane Sonko. Aujourd'hui, il est président de la République. Il entre dans un cercle très fermé des jeunes présidents en Afrique. C'est inédit. Quelle leçon on doit retenir de ce scrutin, de cette élection présidentielle? La leçon, c'est le jeu démocratique. La leçon, c'est que le peuple sénégalais, qui est souverain, a fait son choix. La leçon à retenir, c'est que, ayant des voisins qui connaissent des coups de force, des pushs, qui relèvent du cadre anticonstitutionnel, le Sénégal n'a pas pris cette voie-là.
c'est ce qu'il faut aussi retenir. Donc, les Sénégalais restent souverains et ont opté pour, dans le cadre de la légalité. Effectivement, la campagne électorale a été assez courte, mais à suffisance sûrement pour ce peuple sénégalais qui s'est mobilisé et a présenté son dévolu et a élu de manière claire et nette, parce que c'est premièrement, je pense que sur le plan historique, un opposant élu au premier tour du scrutin, c'est de l'inédit au Sénégal. 54% des voix, c'est assez clair. Le suivant est à une trentaine de pourcentage des voix. Donc, ce qui voudrait dire que le peuple s'est exprimé et il a présenté son dévolu sur le président Bassirou. Mais maintenant, il sera installé, je pense, très prochainement, parce que le Conseil constitutionnel sénégalais a demandé que le mandat prenne corps avant le 2 avril et tout. Bon, vous allez donc remarquer que nous, au Cameroun, nous observons, c'est un pays frère et ami. Nous entretenons de très très bonnes relations diplomatiques avec le Sénégal. Le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, il est prêt à travailler avec le nouveau homme fort du Sénégal. On ne sait pas si c'est 2 hommes forts ou bien un homme fort, mais le peuple sénégalais a élu certes un tandem qui s'était présenté en campagne, mais a élu M. Bassirou comme président de la République. Il sera installé très prochainement. Étant installé, nous allons continuer à coopérer. Chaque pays a sa spécificité. Le peuple camerounais a aussi sa spécificité. Nous observons à distance ce qui se passe et nous félicitons qu'un certain nombre de choses comme décisions qui pouvaient même enflammer et apporter des tensions sur le plan social, nous n'avons pas souvent ces éléments parce que la première des choses, on n'a pas besoin que le Conseil constitutionnel puisse être en train d'arbitrer lorsque vous prenez l'engagement du respect d'un calendrier électoral. Donc, si vous respectez le calendrier électoral au sens de la Constitution et de la loi, vous n'avez pas besoin des différents arbitrages. Nous savons par exemple que nous aurons une élection présidentielle en 2025 et nous savons quand est-ce que pratiquement où le collège ou le corps électoral pourra au pire des cas être convoqué. Donc, à partir de ce moment, et le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a toujours été un légaliste sur ce plan-là. Depuis l'avènement de la démocratie, il a toujours eu à convoquer à temps. Il n'a jamais eu besoin qu'on parle de prolongation ou bien de modification du calendrier électoral. Maître Mars Ouabou, Bassirou Diomaye Faye prend le pouvoir avec son compère Ousmane Sonko. Ils sont très jeunes. Ils n'ont pour l'heure pas encore occupé de fonctions dans la haute administration. N'ont pas été directeurs, pas ministres, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le potentiel pour diriger le pays ou bien ils devraient absolument s'entourer des administrateurs expérimentés pour s'en sortir? Très bien, je vais répondre à votre question. Mais je m'en voudrais si je ne reviens pas un temps soit peu sur ce qu'a dit mes amis ici sur votre panel. Parce qu'en réalité, mon ami Yout a dit qu'on regarde à distance. J'ai envie de dire que nous regardons de très près. Nous regardons de très près parce que pour moi, le Sénégal parle au Cameroun. Le Sénégal parle au Cameroun en termes d'une démocratie, en termes d'une république. Vous comprenez? Alors, nous avons un conseil constitutionnel qui, le Sénégal, pour moi, a des institutions fortes. Le Sénégal nous montre qu'il y a la séparation de pouvoir. Il y a la non-ingérence de l'exécutif sur le judiciaire. C'est pourquoi je dis, et je vais le démontrer, pourquoi le Sénégal parle au Cameroun. Voyez-vous, à un moment donné, on peut utiliser une certaine supercherie pour passer par l'Assemblée nationale parce que, dit-on, on a une majorité obèse. C'est ce qu'a voulu faire Macky Sall. Macky Sall s'est servi de l'Assemblée nationale pour faire passer justement une loi. Il a même réussi parce que ça a été voté au niveau de l'Assemblée.
Sauf que des vaillants professeurs d'université, un peuple debout, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette loi était cette disposition, enfin, disons que ce qui a été fait là-bas était anticonstitutionnel. Et je crois qu'on a botté en touche. C'est pourquoi je dis, voilà une institution forte. Voilà un pays où il n'y a pas la primauté de l'exécutif sur le judiciaire. Et de ce point de vue, il faut saluer les institutions du Sénégal. De l'autre côté, maintenant, vous dites, on regarde d'un côté, il faut bien aussi se souvenir que le candidat, celui qui est devenu le président, a bien pris la peine de déclarer ses biens. Il a fait une déclaration des biens. Le Sénégal parle au Cameroun. Il a pris la peine d'énumérer tous ses biens, de sorte qu'à un moment donné de sa fin de règne, de pouvoir, on pourra justement faire le bilan. Voici ce que j'ai au départ, et à l'arrivée, voici ce que j'ai. Au Cameroun, nous avons l'article 66. M. Biya n'a jamais pris des dispositions à ce que cet article 66 entre en mouvement. Je me suis amusé, j'ai vu des gens. Lorsqu'on voyait les biens de ce jeune président, je me suis dit, les ministres de M. Biya doivent être en train de rire. Ils doivent être en train de rire parce que qu'il ait emprunté 3 millions, qu'il ait emprunté ceci pour s'offrir une voiture. Quand un ministre sait qu'à coup de baguette magique, il peut s'offrir une roche de 200 à 400 millions, je dis tout simplement non. Qu'on applique l'article 66 au Cameroun, dont le Sénégal parle au Cameroun. Un autre aspect, peut-être le dernier avant de chuter sur quelque chose, c'est que j'invite le peuple camerounais. Vous voyez, le peuple sénégalais est un peuple debout. Lorsqu'on a voulu bafouer la loi, lorsqu'on a voulu humilier le peuple sénégalais, ils ont dit non, ils se sont levés comme un seul homme. Et quand vous avez un peuple qui se lève comme un seul homme, je vous assure que ceux qui sont garants des institutions, notamment la justice, ne peut pas s'amuser. C'est une façon de dire tout simplement au peuple camerounais, tant que vous ne vous levez pas comme des hommes solides, des Camerounais qui savent revendiquer leurs droits, vous n'aurez pas une justice solide. Et tant que vous n'avez pas une justice solide, croyez-moi, vous serez le marchepied des gens qui nous gouvernent. D'accord. La question était celle de savoir, est-ce que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui n'ont pas encore occupé de hautes fonctions, doivent s'entourer de personnalités ou d'administrateurs expérimentés pour s'en sortir? Je vais vous dire. D'abord, aux hommes bien nés, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Vous comprenez? Référence aussi, on a vu des gens qui ont fait 40 ans dans l'administration, mais malheureusement qui ne foutent rien, qui sont nuls. Donc, et on ne peut pas dire que ces gens ne sont pas expérimentés. J'ai foi que déjà, j'ai observé que le président élu était allé rencontrer le président Wade. Donc, d'une manière ou d'une autre, Wade a été président et je crois que Wade peut justement lui prodiguer un certain nombre de conseils. Qui vous dit même, il peut former son gouvernement, d'accord, en tenant compte justement des gens qui sont même passés dans l'ancien régime, dans les régimes bien avant Macky Sall. Vous comprenez? On compose avec tous ceux qui ont le sens et la négation du travail. Et là, il peut faire son gouvernement. Donc, ce qui est sûr, il a toute la compétence, il a tous les outils avec lui, il a tous les parents, il a tous ses pairs qui peuvent lui prodiguer des conseils et je crois qu'il va réussir à sa mission. D'accord. Si je peux me permettre, juste sur ce point-là, effectivement, on n'attend pas d'un président qu'il ait une expérience de président. On n'attend pas d'un président qu'il ait une expérience élective ou quoi que ce soit. Le président, enfin, il faut avoir une vision managériale, en fait, de la gestion des affaires, de la chose publique. Un président, c'est d'abord un chef d'orchestre. Il suffit de bien choisir ses collaborateurs. Il suffit de choisir les personnes avec qui on va travailler. Ces personnes-là vont mettre en œuvre le projet que l'on a. Donc, si on peut définir, du moins, la quintessence ou voilà, ce qui caractérise même un président, c'est la vision et le projet qu'il a pour son pays. Le reste, on met des gens aux places qu'il faut pour faire le travail qu'on leur alloue. Exact. D'accord, on le souhaite. Une précision quand même aussi, parce que n'oubliez pas que le PASTEF, qui est leur parti, n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc pour gouverner et passer des lois et tout, il va falloir
combiner, soit peut-être dissoudre l'Assemblée très prochainement. Dans leur constitution, ils peuvent le faire au mois d'août, probablement, parce que pour gouverner, ils ont besoin d'une majorité au Parlement. Donc, le premier signal d'abord qu'il va nous envoyer le président Bassirou, c'est d'abord qui choisira-t-il comme Premier ministre. Et autre chose, le tandem avec son parrain Sonko fonctionnera de façon homogène, optimale, à quel niveau? Vous savez qu'il y a des réalités du pouvoir qui peuvent créer un certain nombre de contraintes. Qui va exercer le pouvoir en tant que président élu ou bien en tant que président de fait? Tous ces éléments-là seront sur la table et vous allez voir que les résultats, la performance seront liés par rapport à la prise en compte de tous ces différents paramètres, y compris la capacité à avoir une majorité parlementaire dans les prochains mois. D'accord. Alors, on lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle carrière de président de la République. On va suivre de bout en bout cette actualité sur nos antennes de STV. Affaire Martinez-Ogoua, enfin, on en parle. Après un an d'instruction, le procès dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste, chef des chaînes d'Amplitude FM, s'est ouvert par la première audience lundi 25 mars 2024. Les 17 inculpés ont répondu présents ainsi que leurs conseils respectifs. Près de 4 heures de débat. Après, l'audience a été renvoyée au 15 avril prochain pour permettre aux parties de communiquer la liste de témoins et permettre également au tribunal de répondre aux observations écrites par les parties. Maître Calvin Diop, vous êtes constitué dans le cadre de cette affaire aux côtés de Diane Zogo. Vous avez préparé cette première audience. Quelles sont les principales observations? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, juste une petite correction. Je suis avocat de Diane Zogo, mais aussi des frères et sœurs de Martinez Zogo et d'un enfant de Martinez Zogo. Concernant la première audience, on a vu, enfin, tous ceux qui étaient présents ont pu constater ce que je dis depuis quasiment un an, à savoir que les parties civiles ne sont pas considérées dans ce dossier. C'est-à-dire qu'on nous dit, laissez-nous faire ce que nous avons à faire, vous viendrez peut-être réclamer votre argent, si argent il y a, le reste, l'instruction, l'enquête, ça ne vous concerne pas. Or, moi j'ai toujours dit, je suis avocat d'une famille éprouvée. Je me mets à la disposition du tribunal militaire pour participer, comme le code de procédure pénale me le permet, à l'instruction. On ne m'a jamais convié à quoi que ce soit, à part 2-3 auditions de ma cliente. Ça s'est aussi, ça s'est vu ce premier jour d'audience, où quand nous arrivions, les avocats de la défense avaient leur place assise, les avocats de l'État, qui viennent d'être constitués, avaient leur place assise, mais il n'y avait pas de place pour les avocats des parties civiles. J'ai demandé comment ça se fait, on m'a dit, écoutez, vous pouvez aller dans le public. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. La salle d'audience, elle est faite de manière... elle n'est pas structurée au hasard. Les avocats de la défense sont de leur côté, les avocats des parties civiles sont à côté du commissaire de gouvernement, du procureur en l'occurrence, parce qu'il est chargé, il est censé les épauler, les accompagner, il est censé les représenter, être le représentant des pouvoirs publics à leur côté. Donc voilà ce qui s'est à ce niveau-là, ce qui s'est passé. Donc j'ai fait part de mon mécontentement concernant l'absence de place pour les parties civiles. Nous avons débattu environ 45 minutes, un peu plus de 45 minutes, pour qu'on puisse au final nous apporter une place assise avec une petite table pour le nombre qu'on était. On nous a dit débrouillez-vous avec. Alors moi j'ai compris, il faut blâmer, enfin il ne faut pas forcément blâmer le tribunal militaire. J'ai eu des discussions après avec les responsables. On m'a fait comprendre qu'au final on n'est pas habitué à voir des parties civiles au tribunal militaire. Au tribunal militaire, on a quoi? On a... Ça, c'est l'information que vous avez reçue? Oui, parce qu'on a toujours eu, que ce soit les militaires en face qui se défendent ou des personnes qui ont porté des actes qui sont du moins passibles d'être jugés par le tribunal militaire, il n'y a pas forcément de partie civile. Donc c'est une donnée qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais je dis c'est bien, au moins
avec ce procès, ils apprendront qu'il peut y avoir des parties civiles dans une affaire qui sont là pour être épaulés et accompagnés par le tribunal militaire. Nous avions une première audience qui est une audience de mise en état. Une audience de mise en état, c'est de savoir qui est présent dans la salle, quelles sont effectivement les parties civiles, qui est inculpé, est-ce que ces inculpés sont présents avec leurs avocats ou pas. J'essaie de schématiser, de synthétiser pour comprendre ce que c'est que la mise en état. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail, on se dit ok, tout le monde est là, on va maintenant leur dire ce pourquoi ils sont là, et on pourra débuter les débats en fonction des réponses qu'ils donneront. Seulement, à cette audience, nous n'avons pas traversé la phase de présentation des parties. D'accord. Nous avons une audience qui a duré quasiment 4 heures. 4 heures. Donc pendant 3 heures, on débattait sur les constitutions de parties civiles, on débattait sur la question de savoir est-ce que l'État doit être partie civile dans ce dossier. On débattait sur la question de savoir est-ce que sur l'acte de naissance des enfants de Martinez-Zogo, où c'est inscrit Martinez-Zogo, est-ce que c'est bien ce Martinez-Zogo-là qui est à la morgue depuis 1 an? Voilà un peu le niveau des débats qu'il y a eu pendant 4 heures. Bon, je vous épargne les détails, mais on a perdu du temps. On n'a pas fait ce pourquoi on était appelé ce jour-là. Voilà un peu, si je peux ramasser, de manière ramassée, le déroulé de cette première audience. D'accord, maître Mars Wabo. Si on essaye un peu d'entrer, de s'intéresser aux différentes demandes formulées par les avocats, celle de maître Jacques Mbouni, avec avocat de Justin Danoué, et qui estime que la DGRE, Service contre espionnage camerounais, qui a engagé maître Assira pour sa défense, qu'elle devrait défendre également les quelques 14 agents de la DGRE impliqués. Dans une situation comme celle-là, comment est-ce que l'État doit réagir? Est-ce qu'il faut protéger ces agents ou c'est son image qui est prioritaire? Non, vous savez, moi j'ai toujours dit que ce qui s'est passé ce qui se passe avec l'affaire Martinez-Zogo, c'est d'abord pour moi un problème de l'État, un problème d'État. Parce que on a d'une manière ou d'une autre utilisé les instruments de l'État pour commettre justement un meurtre. Donc l'État se doit justement de protéger son image. Maintenant, comme vous l'avez dit, le directeur de la DGRE, qui souhaite justement que Maître Claude Assira soit également conseil des agents de la DGRE qui sont impliqués dans cette affaire. Non, ça c'est la requête formulée par Maître Jacques Mbouni. C'est Maître Jacques Mbouni qui a formulé la requête que la DGRE, c'est-à-dire le conseil de la DGRE, puisse défendre aussi les 14 agents qui sont impliqués dans les 17 inculpés dans l'affaire. Bon, moi je dis, je suis un peu embarrassé, hein, mais je dis que je suis vraiment embarrassé. C'est-à-dire que Maître Claude Assira, il défend la DGRE. Vous comprenez? Et on souhaite, Maître Jacques, comme vous dites, il souhaite justement que Maître Assira défende également les agents de la DGRE qui sont impliqués dans cette affaire. Ben, mais j'ai envie de dire, peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible. Mais je suis vraiment embarrassé. Comment il les défend? Honnêtement, comment il les défend? Mais s'il peut les défendre, qu'il les défende. Parce que je me dis que ces agents-là, c'est quand même des agents de la DGRE. Et si vous représentez la DGRE là-bas, eh bien, défendez également les agents de la DGRE. Il peut y avoir un conflit d'intérêts. Oui, il peut y avoir un conflit parce que quelque part, ce n'est pas la DGRE, c'est parce que quoi qu'on dise là, la responsabilité pénale est individuelle. Donc le monsieur de la DGRE peut se dire, on a des agents, mais la DGRE n'a pas envoyé des agents commettre des crimes. La responsabilité pénale étant individuelle. Donc malheureusement, vu de ce point de vue, Maître Assira n'est pas obligé de défendre ces agents de la DGRE. Parce que faut-il encore prouver que ces agents ont été mis en mission par la DGRE, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Hein. Si vous organisez, vous posez des actes, comment dirais-je,
ont instruction d'une entreprise, le moment venu, vous répondez seul sur le plan pénal. Donc, je ne vois pas en quoi Maître Claude Assira devrait défendre les agents de la DGRE. Ça peut faire naître un conflit d'intérêt. D'accord. Jean-Claude Youth, les avocats de Léopold Massoume Kouekou ont demandé la libération de leurs clients en s'appuyant sur l'ordonnance du précédent juge, Maître Sikati, qui avait ordonné, vous vous souvenez, sa libération le 1er décembre 2023. Dès lors qu'il y a une nouvelle ordonnance qui a été signée par le colonel magistrat Ndié, est-ce que la précédente, qui a fait objet quand même de quelques interrogations, devrait encore être valable? Mais elle a été qualifiée de fake, non? Pourquoi on parle encore de... C'est vous qui êtes en train de vouloir accorder une validité à cela. Plus ayant été qualifié de fake, et puis nous voyons ce qui est en vigueur aujourd'hui, et en plus au niveau de l'instruction judiciaire, je pense qu'il y a même une qualification des faits. Vous vous souvenez? Parce que avant cette parodie-là, on ne savait pas exactement si tous étaient poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Mais la qualification qui nous amène tout droit au procès, qui est pendant aujourd'hui en justice, démontre à juste titre que ce n'est que de l'imaginaire, ce que les uns les autres cherchent à démontrer. Bon, nous n'aimons pas au RDPC commenter les affaires qui sont pendantes en justice, parce qu'en réalité, Maître Maswabo tout à l'heure disait que l'exécutif ne s'immisce pas au niveau du pouvoir judiciaire au Sénégal et tout. Vous allez voir que si nous donnons des points de vue, des orientations, on va dire voilà la justice, ce qui est influencé et tout. On se félicite que Maître Calvin Ndiak connaît déjà, a accès au dossier, ou bien a accès au niveau de l'affaire, parce qu'en réalité, à l'écouter quand même, c'est un problème de confort au niveau des sièges et tout. Bon, après, il a trouvé que ça a été réglé et que c'est en train d'avancer. Il regrette juste le fait qu'ils ont discuté pendant longtemps, mais ce sont des intelligences, c'est le dilatoire et tout. Si Maître Calvin Ndiok, si vous étiez d'accord sur tout ce qui était dit avant, il n'y aurait pas débat de 3 heures de temps. Si par exemple on vous dit que voilà la qualification, voilà ce que nous pensons, et si vous n'avez rien à dire, ils vont passer à un autre point. Mais si vous argumentez, vous avez des arguments d'ordre juridique et tout, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des débats. Et entre-temps, il n'y a pas un top chrono là. Donc, en fait, pour nous, le jeu de la justice est en train de se dérouler. Nous nous félicitons que rien n'est occulté. Tout est sur la table. Les juges, magistrats de siège et tout sauront quoi faire. Nous avons confiance en cette justice et que la vérité va jaillir de ce procès. Maître Calvin Ndiok, vous en parliez déjà tout à l'heure, et puis on va essayer d'entrer un peu dans le fond du sujet. Maître Charles Tungan a émis des doutes sur l'identité de la dépouille de Martinez Zogo qui se trouve à la morgue. Il conteste également la qualité de veuve adressée à Diane Zogo au motif qu'elle aurait un faux acte de mariage. Est-ce une façon de remettre en question l'instruction judiciaire totale? Alors, pour nous, c'est clairement une manière de montrer qu'on est fébrile, qu'on n'a pas des arguments conséquents pour défendre ses clients. Quand on s'arrête sur des éléments périphériques et des éléments qui n'ont pas lieu d'être. La contestation concernant, ce n'est pas... Bon, visiblement, c'est pas que l'acte de Diane Zogo, parce que nous avons aussi découvert qu'il y a un autre acte de naissance, de mariage, avec une autre personne, durant cette audience. Donc les deux étaient contestés. Maître Tungan... C'est-à-dire un autre acte de mariage entre Martinez Zogo... Oui, d'une femme, d'une précédente épouse, qui, bon, de ce que j'ai compris, qui est déjà mariée, qui est mariée par ailleurs. Mais bon, c'est ressorti sur le débat, ça va se discuter, on saura. Donc tous ces éléments ont fait, enfin moi, mon confrère s'appuie sur ces éléments pour nous dire que finalement, sur les actes de naissance qu'il a, il voit Martinez Zogo. Dans le procès, dans l'affaire, on lui parle d'Arsène Zogo Bani. Il nous dit que finalement, Arsène Bani Zogo, il dit finalement ce n'est pas la même personne, que ce n'est pas Martinez Zogo qui est à la morgue. Et il nous dit, sur la base de ces éléments-là, oui, effectivement, il y a un doute. La réponse qui lui a été apportée, c'était laquelle? Qu'un acte d'état civil fait foi jusqu'à la preuve de son contraire.
S'il estime que les actes qui lui sont présentés sont des faux, il n'a qu'à saisir les tribunaux en ce sens-là. S'il a intérêt à le faire, s'il a la qualité pour le faire. Donc, il a pris connaissance de ces éléments, on ne sait pas comment. Nous, on n'a pas accès au dossier, a priori, personne n'a accès au dossier. Il a pris connaissance de ces éléments dans le dossier, parce que c'est des éléments que nous avons fournis dans le dossier d'instruction. Donc, on lui a dit, il avait le temps, sur cet aspect-là, de saisir les tribunaux pour contester l'acte. Donc, il n'a pas fait circuler, il n'y a rien à voir. On lui a fait comprendre aussi que finalement, il avait déjà eu à être face à Martinez-Zogo au tribunal. Et à chaque fois, les pièces d'identité que Martinez-Zogo présentait, c'était écrit Martinez-Zogo. Donc il fallait arrêter ce débat qui ne servait à rien, là, ce jour-là, parce qu'il savait exactement que Martinez-Zogo avait changé son identité il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Il le savait, Martinez. Il ne s'appelait plus Hassen Bani Zogo, il s'appelait Martinez-Zogo. Donc s'appuyer sur ces éléments pour essayer de justifier ou de monter une stratégie de défense, vous comprenez que quand on le fait, c'est que bon, on n'est pas très à l'aise dans le dossier. Donc ça a été écarté tout de suite. Bon, du moins, on a présenté les arguments, on est passé très rapidement là-dessus, mais le point sur lequel il faut revenir, effectivement, c'est cette fameuse ordonnance. Ça nous a été représenté au tribunal, en disant, moi, mon client a une ordonnance, il est libre, il doit être libéré. Vous parlez de l'ordonnance du 1er décembre, du juge Sikati. On a débattu dessus à cette audience de mise en état. Et ce qui est d'ailleurs, qui a eu le mérite de clarifier les choses, c'est que le commissaire de gouvernement nous a fait savoir qu'il ne connaît pas cette ordonnance-là. Cette ordonnance que même l'auteur a lui-même indiqué, l'auteur supposé, a indiqué qu'il n'avait pas rédigé cette ordonnance. Et il a même dit qu'il fallait aller à Bonas, à côté. Voilà, on pouvait avoir tous les cachets, tous les signatures de toutes les autorités, et que lui ne connaissait pas cette ordonnance-là. Donc voilà un peu sous ces aspects d'identité, d'identification, ce qui s'est réellement passé. Et on les a appelés à respecter quand même la mémoire de Martinez-Zogo, ne pas à tout bout de champ, de manière incessante, revenir sur ce n'est pas lui. Oui, mais quelle réponse a été donnée finalement sur l'identité de la dépouille qui se trouve à la morgue? Il n'y a pas de réponse, la réponse est dans le dossier. La réponse est dans ce dossier, il y a un rapport d'autopsie. Vous n'avez pas eu accès à ce dossier? Moi, j'ai eu accès au dossier au mois de mai 2023. Enfin, on me l'a fait lire en 30 minutes, un truc qui fait ça. Il fallait que j'avais 30 minutes pour lire en diagonale. Parce qu'on me disait même que je n'avais pas le droit de le lire. On ne comprenait pas pourquoi je devais le lire. J'ai fait comprendre que finalement, moi, il fallait que je puisse défendre mes clients. Et pour défendre mes clients, il fallait que je sache ce qu'il y a dans ce dossier. Donc on me l'a fait lire, et effectivement, il y avait une autopsie qui disait clairement, qui détaillait les sévices subis par Martinez-Zogo, et qui indiquait notamment que il est mort. Enfin, la mort est consécutive à cet ensemble, à cette somme de sévices. Donc, qu'on vienne encore nous dire que ce n'est pas Martinez, qui a été identifié, qui a même fait l'objet d'un test ADN qui a été effectué avec sa sœur et son fils. Le test qui a confirmé que c'est bien le corps de Martinez-Zogo. Et sa veuve, qui est même venue encore elle-même, présente, dire que oui, ça c'est le caleçon que je lui ai donné, je lui ai fait porter le matin de ce machin, ça c'est la chemise, c'est moi qui ai choisi ça, les chaussettes, les chaussures, c'est moi qui ai choisi ces éléments-là. Et que c'est bien le corps, peu importe l'état dans lequel il était, c'est le corps de mon. D'accord, je voudrais vous relancer sur cette affaire de dossier qui est dissimulée, parce que Maître Charles Tchunga s'en plaint depuis le début de cette affaire. Quel peut être l'enjeu à travers la dissimulation du dossier? Pourquoi les avocats peinent à accéder à ce dossier? Moi, je mets cette question-là, je la mets encore sur l'approche que le tribunal militaire a d'une affaire qu'elle instruit. Enfin, qu'il instruit. Pour le tribunal militaire, il n'y a pas à le mettre à le communiquer.
On peut le mettre à disposition, mais on ne le communique pas. Pour le tribunal militaire, les parties n'ont pas à savoir au détail près ce qu'il y a dans ce dossier. Bien évidemment, bon, de ce que j'ai appris des confrères quand même, à chaque fois que leur client était auditionné, on faisait application des dispositions du code qui prévoit qu'on a les 24 heures avant l'audition, on peut venir consulter le dossier. Ça, ils ont consulté. Bon, maintenant, c'est la mise à disposition. Parce que le débat qui est, c'est que j'ai eu d'ailleurs le commissaire du gouvernement chaque fois dans son bureau, c'est qu'on peut donner les actes de procédure au commissaire du gouvernement et les pièces aux parties. Parmi les pièces de procédure, ça peut être notamment les lettres, les notifications et consorts, mais les actes, les PV et consorts, on ne leur donne pas. Donc, cette problématique de dossier, elle est importante. Parce qu'une fois de plus, tous, autant que l'on est qu'on était dans cette salle d'audience, nous ne pouvons pas travailler de manière correcte, de manière efficiente, dans l'intérêt de nos clients, sans savoir ce qu'il y a dans le dossier, sans savoir les actes qui ont été posés, est-ce que ça respecte le canevas d'une instruction, est-ce que on ne peut pas travailler sans ça. Donc tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait, et ça je l'ai dit ce jour-là, c'est que finalement on travaille comme ça là, voilà, dans l'abstrait. Voilà, on défend dans la justice, et si la justice est la justice ce que l'on veut, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas au final dire que justice aurait été rendue et que c'est un procès qui aurait été équitable. Parce que, une fois de plus, à ce jour, à compter, enfin jusqu'à la première, on n'a toujours pas accès à ce dossier. Vous n'avez pas les PV. On n'a aucun élément de ce dossier. Aucun. Et ça pose un sérieux problème dans le cadre du procès équitable, parce qu'effectivement, ça fait partie des éléments. Toutes les parties doivent être au même niveau d'information. Ce n'est pas que le commissaire du gouvernement qui, lui, avait la chance d'avoir toute la pile de dossiers sur sa table. Ce n'est pas que lui qui doit avoir le dossier. Ce n'est pas aux membres de la collégialité de pouvoir consulter. Les parties, que ce soit la défense ou les parties civiles, on doit tous avoir accès à ce dossier, sinon le procès en lui-même est entaché de nullité, sous le contrôle de mon confrère. D'accord. Maître Wabo. Je suis tellement inquiet quand j'écoute Maître parler, et j'ai peur parce que le sentiment que j'ai eu au départ, quand cette affaire a commencé, je me suis dit, le chef de l'État ayant pris un peu cette affaire en main, le droit devait être dit. Mais je suis un peu inquiet parce que quand j'écoute Maître parler, j'ai le sentiment qu'on risque de biaiser beaucoup de choses. Mais ils ont le droit d'avoir accès au dossier. On ne doit rien leur cacher. Parce que si le commissaire du gouvernement détient toutes les paperasses et que d'un côté, les autres avocats n'ont pas, sur quelle base on débat? Il y aura quelqu'un qui a un ensemble d'informations et l'autre qui a des informations de manière superficielle. Vous voyez, c'est un peu inquiétant, et moi je dis tout simplement que à partir de là, si ce que Maître dit est vrai, j'adviens à me poser la question, quel type de décision on va avoir? Parce que quand je l'écoute encore, je me rends compte que lui-même, on semble lui dire, va rester dans le public. Alors, pourtant, son client a été assassiné. Et quand on lui dit va rester dans le public, je crois qu'on aurait même dû lui dire tu peux rentrer chez toi. Lorsqu'on va finir de trancher, tu viendras justement réclamer les intérêts civils si tu penses que c'est important pour toi. Non. Et donc, je peux donc comprendre. Et là, je vais donc soutenir les avocats qui ont dit à un moment donné, je crois qu'on m'a dit que c'est les avocats du Maître Chunga et les avocats de ECO, qui ont demandé justement que ce procès soit diffusé. Oui, pour moi, ce procès devrait même être diffusé. Parce que j'ai dit au départ, c'est devenu un problème de l'État et un problème d'État et de l'État. Fort donc de cela, c'est un procès qui intéresse tous les Camerounais. Il faut justement qu'il y ait la manifestation de la vérité. Que les Camerounais sentent que la décision qui sera rendue sera une décision correcte, telle qu'il n'y aura pas tellement de questions à se poser. Autrement dit, on doit même passer ça à Mondovision, que nous suivons le déroulement de cette affaire. Et qu'au sortir de là, on se dit oui,
la justice a fait son travail. Mais je vais juste vous relancer, vous gardez la parole au sujet de la diffusion de ce procès. Il faut dire que c'est la partie de Amourou Bilinga qui a fourni la demande, sauf qu'elle a essuyé l'objection de la partie de Léopold Eko qui estime qu'il y a quand même des informations assez sensibles qui pourront être diffusées. Maître Boni qui a soulevé ça dans un premier temps. Mais il s'est rétracté après, non? Il s'est rétracté quand il a vu que la DGRE s'est constituée. Il a dit, dans ce cas, comme on nous a lâchés, on va tout déballer, allons-y, plus de huis clos. Ouais. Vous avez su ce qu'il a dit? C'est aussi clair que ça. Donc, j'avais dit que Maître Jacques Bouy, c'est ça, qui disait on ne diffuse pas, je crois qu'il voulait combiner avec la DGRE. Mais quand il s'est rendu effectivement compte que la DGRE l'a lâché, il a dit dans ce cas, allons-y. Vous comprenez? Vous voyez que ce problème est d'une sensibilité. Et les Camerounais doivent être au courant. J'invite donc les journalistes. Vous savez, il existe des journalistes d'investigation. J'invite donc ces journalistes d'investigation, faites le job et aidez la justice. Est-ce que vous savez que des bons journalistes d'investigation, dans un procès, peuvent justement donner leur point de vue. Ils peuvent même faire le compte rendu de leur investigation. C'est un procès tellement sensible. C'est même un procès d'État. Et on ne doit rien cacher aux Camerounais. Vous comprenez? Je dis que si à la fin, on rend une décision qui est entachée du doute, vous comprenez? Je crois que ça va encore, une fois de plus, entacher notre justice. C'est pourquoi je dis tout simplement à toutes les parties, à l'institution en question, de prendre ses responsabilités et de ne pas céder justement à quoi que ce soit et de dire le droit. Maître, je vais vous relancer. Au départ, lorsque Maître Calvin Diop y était, il y a des téléphones qui ont été interdits, tout appareil susceptible d'enregistrer l'audience interdit au procès. Est-ce que le tribunal militaire n'a pas déjà donné quelques éléments de sa réponse à cette demande? Oui, vu sur cet angle, et puis c'est quand même un peu regrettable parce que dans les tribunaux de droit commun, vous venez avec votre portable, on ne vous enlève pas votre portable. La justice, c'est la justice. Si vous êtes en train de dire le droit, vous n'avez peur de rien. Vous comprenez? Vous n'avez peur de rien. Mais seulement, effectivement, si on enlève les téléphones portables également, ça peut justement questionner l'attitude justement des juges. Et bien évidemment, c'est donc un signal fort pour vous dire que ce procès ne sera en aucune façon diffusé. Je crois que c'est un signal que la justice militaire veut envoyer. Jean-Claude Oyout, est-ce qu'au regard des différents conseils qui sont constitués dans le cadre de cette affaire, tenez par exemple Léopold Eko, 8 avocats, parmi lesquels 2 expatriés, Amourou Bilinga, 4 avocats, dont Maître Charles Tchunga, qui va défendre également le journaliste Bruno Bidjan, Maître Samuel Mbouni, l'avocat de Justin Daoué, le maire de Bibéi, Martin Savom, quant à lui, en a 3 avocats. Les ayants droit de Martinez Zogo ont pour conseil Maître Calvin Diop et Maître Félicité Zifman et bien d'autres. Oui, et la partie civile sera défendue par Maître Claude Assira. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est un peu de chacun pour soi dans cette affaire? Mais on a dit tout à l'heure que la responsabilité est individuelle. Donc chacun, malgré ses différentes appartenances ou bien le niveau d'être mis en cause dans l'affaire, défend d'abord sa personnalité individuelle. Qu'il y ait 8, un collège d'avocats, 8, 10 ou 20 avocats ou un seul avocat, l'essentiel est d'abord que les droits des mises en cause soient bel et bien défendus. Un seul avocat peut faire le travail, 2, 3, ça dépend des différents des besoins de spécificité, des spécialisations, et peut-être même aussi des tournures liées au niveau de l'affaire. Le doute bénéficie à l'accusé. Tous ces éléments-là, bon, si nous devions être complets, par rapport à l'intervention de Maître Mars Wabo, il faudrait quand même que nous nous disions qu'il s'agit de la DGRE. Et en dehors de cette tâche d'huile-là, la DGRE existe au Cameroun et a eu
à préserver la sécurité nationale de l'État, des concitoyens, depuis des années. Et quand c'est un nombre de ces méthodes, de ces stratégies, sur le plan tactique, stratégique et tout, ne doivent pas être connues d'avance. Sinon, nous ne pouvons plus faire dans le cadre de la prévention. Et vous savez très bien que lorsqu'un attentat, par exemple, est orchestré, c'est parfois 1 sur 1000 hein, qui sont souvent, qui arrivent à bout. Mais on ne voit pas souvent qu'il y a eu 999 qui sont souvent déjoués. Et ils sont déjoués comment? Sur le plan, à partir des renseignements, sur le plan de la prévention et tout. Moi, je milite pour le fait que la DGRE doit rester couverte, parce que nous avons besoin de cette institution dans ce pays. Nous avons besoin que nous continuions à vaquer normalement à nos occupations au lieu d'être dans un État militarisé. Parce que si vous enlevez le système de renseignement, vous avez besoin tout simplement de militariser le système où la sécurité sera une sécurité de présentiel. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'impression que vos libertés individuelles sont réduites. Donc, en quoi l'appel de l'opinion publique, pourtant les magistrats, les juges seront là pour pouvoir rendre le droit, et il y a tout simplement des procédures d'appel pour ceux qui ne seront pas d'accord avec les différents verdicts jusqu'à la décision définitive. Donc à partir de ce moment, c'est vrai que nous suivons cette affaire, nous, au public camerounais, mais il est aussi important que nous ne déballons pas aux yeux du monde. Nous n'avons pas que d'amis qui seront en train de suivre. Nous n'avons pas que ceux qui veulent tout simplement voir le dénouement heureux du procès. Mais n'oubliez pas aussi que nous avons des ennemis. Et les ennemis de la République peuvent aussi s'attaquer à travers l'une des institutions de notre système de renseignement. Donc, pour nous, il est important que ce procès-là soit à huis clos. Et tout simplement que l'ensemble des parties prenantes puissent avoir accès à toutes les informations nécessaires. Il faudrait qu'on donne aussi une précision. Certains ne sont pas avocats de Martinez-Zogo. Sont avocats des membres de la famille, des périphériques et ainsi de suite, tous ceux qui peuvent vouloir s'intéresser à l'affaire. Et à partir de là, la qualification des faits également qui a été démontrée, les uns et les autres savent où ils peuvent jouer leur rôle et à quel moment. Tout est assez clair. Et il faudrait aussi que nous rappelions une chose, le tribunal militaire, ce n'est pas un tribunal de droit commun. C'est un tribunal d'exception. Donc, qui dit tribunal d'exception, ça voudrait aussi dire qu'il peut avoir des particularités, des spécificités dans le cadre de ce tribunal. Vous et moi, ce n'est pas tout le temps que nous irons au tribunal militaire. Nous savons qu'il y a les tribunaux de première instance, de grande instance, cour d'appel et ainsi de suite, la Cour suprême. Mais lorsqu'on s'en va au niveau du tribunal militaire, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose dans le cadre de la sécurité nationale, dans le cadre de la défense nationale qui peut être mis en cause. Donc à partir de là, vous entrez dans une juridiction d'exception. D'accord, Maître Kafenjo. J'entends cet argument, et moi d'ailleurs je ne me suis pas opposé à la question de la diffusion, parce que pourquoi ? Parce que pour moi il était essentiel effectivement, que tout le monde soit au fait de ce qui va se passer là-bas. Moi, je ne suis pas sorti serein de l'instruction, clairement. Je ne suis pas de l'instruction qui a été menée au tribunal militaire par les 3 juges d'instruction qu'il y a eu successivement. Je ne suis pas sorti serein de là. Je pars sur le principe que, étant dans cet état, il faut que tout le monde sache ce qui va se passer devant le tribunal militaire. J'entends bien que c'est une question, c'est un tribunal d'exception, ça on est tous d'accord. J'entends aussi qu'effectivement, il y a la DGRE, il y a les secrets, machin et consorts, ça on est tous d'accord. Mais moi simplement, je veux dire, il y a une phrase qui est symbolique, c'est-à-dire qu'on dit que l'homme politique, il préfère l'injustice au désordre, et l'avocat l'inverse parce qu'il préfère l'homme au singulier. S'il y a le désordre et que ça peut préserver les intérêts de mes clients, je le ferai, j'irai jusqu'au bout, ça je le dis clairement. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé et que mes clients sentent qu'au final il y a une justice, j'irai dans ce sens-là.
Maintenant, oui, ce procès permettra aussi à la DGRE de revoir son fonctionnement. Ça, c'est clair. Si le fonctionnement intérieur n'a pas fonctionné, c'est que, si on aboutit à cela, c'est que le fonctionnement intérieur ne fonctionnait pas. Donc, il y a une remise en cause essentielle et fondamentale de la DGRE. Je trouve que, voilà, il faut avoir tout ça en tête. Il faut surtout avoir en tête aussi que tribunal d'exception, mais tribunal qui applique le code de procédure pénale. Sous certains aspects. Donc, il faut quand même... Sur certains aspects. Oui, du moins... à partir de l'instruction. On est d'accord sur ces aspects. Voilà. Mais je veux dire, parce qu'il y a encore, il y a la spécificité du tribunal militaire, par exemple. Je ne peux pas me constituer, je peux pas déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal militaire. Le code de justice militaire, l'article 13, l'interdit. Mais je peux le faire devant la justice de droit commun. À part ces quelques exceptions, tout le reste, le fonctionnement, le début, le déroulé des débats, l'instruction, la fin de l'instruction, le déroulé des débats, le délibéré, tout ça, c'est le code de procédure pénale qui s'applique. Donc, et ça, je compte, c'est un effort que les tribunaux militaires, les juges militaires font, parce qu'ils doivent s'arrimer au droit commun sous certains aspects et donc sortir de leur confort des tribunaux d'exception. C'est en ce sens que je suis un peu indulgent avec ces magistrats-là, parce que je sais que leur tâche n'est pas facile. Maître Max Wabo, si il arrivait que finalement le tribunal militaire décide d'effectuer une audience, l'audience ou bien un procès à huis clos, qu'est-ce qu'on fait? On fait des journalistes. Est-ce qu'on devrait les mettre out? Parce qu'ils doivent être là, justement, vous avez parlé des journalistes d'investigation tout à l'heure, ils doivent faire leur travail. Et Jean-Claude relevait tantôt qu'il y a des éléments assez sensibles de la DGRE qui pourront être révélés tout au long de cette audience. On gère la presse comment dans ce cas? Et les observateurs? Je vais dire une chose. Ce procès, effectivement, comme dit monsieur, peut même être géré à huis clos. Ça veut dire que le juge convoque tous les partis dans son bureau et il transforme son bureau en une salle d'audience. C'est son droit le plus absolu. Mais seulement, si vous le faites, malheureusement, si vous empêchez même que des gens puissent assister à une salle d'audience, ça va poser problème. Retirez les téléphones comme vous avez fait, c'est pas grave, mais permettez au moins aux journalistes, au public, d'avoir accès à la salle d'audience et de suivre justement le déroulé. Si vous bloquez à ce niveau, mais je ne crois pas, je ne crois pas quand je suis maître, je ne crois pas qu'on va arriver à ce niveau. Je crois qu'on va laisser justement que l'audience soit publique. On pourra retirer les téléphones aux gens, peut-être pour des raisons qui les sont propres. Mais pour moi, le journaliste devrait en rendre compte, dans un pays normal, on devrait même permettre aux journalistes, à la fin d'une audience, de tendre le micro aux différentes parties prenantes. C'est-à-dire, les avocats peuvent prendre la parole, vous pouvez même recueillir le sentiment des mis en cause eux-mêmes, vous pouvez même recueillir le sentiment des plaignants, disons comme ça. Vous comprenez? Rien ne doit être caché là-dedans. Pour dire tout simplement, l'avocat lui-même est conscient que lorsqu'il a un micro, il sait ce qu'il doit pouvoir mettre dehors. Il sait ce qu'il ne doit pas mettre dehors. Si vous le poussez, il est suffisamment intelligent, vous ne pouvez pas le pousser à ressortir quelque chose qui ne doit pas ressortir. C'est impossible. Il vous dira ce qu'il pense bon pour vous et ce qu'il trouve très secret dans un dossier, l'avocat ne va jamais révéler. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté. Donc on donne quand même aux journalistes le minimum d'informations qu'ils puissent avoir pour rendre aussi compte au public. Vous comprenez? Ça, il faut qu'on en arrive là. Et je crois quand même qu'on va en arriver là. On n'a pas interdit l'accès aux journalistes. Si le journaliste vient avec sa feuille et son bic, il assiste à l'audience, il peut prendre des notes. On ne va pas vous empêcher de prendre des notes. Mais je dis que j'aurais voulu qu'on permette aux journalistes, à la fin d'une audience, de tendre le micro aux avocats. De cette manière, au moins, quand on suit ce que disent les avocats,
on peut aussi avoir une idée de comment le procès est en train de se dérouler. Maître, je vous relance. L'instruction est déjà terminée. Oui. Mais jusqu'ici, le corps de Martinez Zogo est toujours scellé à la morgue. Oui. Comment comprendre cela? Est-ce qu'il n'y a pas déjà, c'est pas encore le moment de permettre à la famille de faire le deuil finalement? Je vais vous dire, et là je félicite Maître ici, je crois qu'à un moment donné, il a dû mettre du veto pour que les obsèques ne puissent pas se passer. Je vais vous dire, si on avait permis qu'on enterre Martinez Zogo, je suis convaincu que ce procès n'aurait pas eu lieu. Donc je le salue. À un moment donné, il a pesé de tout son poids pour dire on n'enterre pas. Parce qu'à un moment donné, on voulait faire un forcing, créer justement la discorde dans la famille, un camp qui va dire on enterre, et quand un camp commence à dire on enterre, comprenez bien qu'il y a les dessous de table. Mais ils n'ont pas cédé à ce type de choses. C'est parce que le corps de Martinez Zogo est là que si le lendemain on vous dit on va enterrer, vous-même le peuple, vous allez dire il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Vous comprenez? Laissons son corps là-bas. Ce procès, s'il va durer 10 ans, on fera le deuil de Martinez Zogo, mais pourvu que la vérité soit sûre. Maître Kajandio. Oui, et avant ça, je revenais d'abord sur la question de la communication. Le commissaire du gouvernement peut faire des points de presse. Hein. Il ne s'est pas exclu. Il peut faire le point de presse à l'issue des audiences pour informer et donner les informations qu'il estime justes, du moins diffusables. Sur la question les obsèques de Martinez Zogo, effectivement, mon confrère fait bien de le soulever. On a eu à un moment donné un programme des obsèques qui est sorti, sans qu'on soit au courant de ce programme-là. On a dû dire stop, on va arrêter, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, et c'est d'ailleurs, on a eu le flair, parce que si effectivement Martinez avait été enterré, on nous aurait dit ah mais de toute façon comme on l'a dit, ce n'était pas lui, c'était pas Martinez Zogo, donc voilà, on ne sait pas ce qu'on fait là. Donc, on reprend tout à zéro. On en reprend tout à zéro. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des discussions en ce sens avec les différents magistrats, mais la posture a toujours été claire. Ce qu'on attendra, la famille décidera quand elle décidera. Tout ce qu'elle veut pour l'instant, c'est que justice soit rendue et que les coupables soient sanctionnés par le tribunal. Après, les obsèques, elle en fera son affaire. Elle pourrait même le faire à huis clos aussi, de manière stricte. Voilà, sur cette question-là des obsèques, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas d'actualité. Oui, Jean-Claude. Effectivement, vous savez que il y a aussi le côté humain et social qui doit être mis sur la table. Le défunt a aussi droit à un repos de son âme. D'accord. Maintenir ad vitam au nom du fait qu'on est en train de rechercher, de suivre une procédure, je pense qu'au niveau de la phase de l'instruction, sauf si on va recommencer l'instruction, mais au niveau de la phase de l'enquête policière et de l'instruction judiciaire, il y a eu accès au corps, il y a eu tout ce qui pouvait être nécessaire comme confrontation d'experts, de légistes et de tout. Donc à partir de ce moment, si on n'a plus besoin du corps, parce qu'on a eu à enquêter et à faire le nécessaire autour du corps, il faudrait tout à fait que cette âme puisse se reposer. Parce qu'en réalité, nous sommes partis pour un procès. Et qui dit que le procès doit être équitable et juste, voudrait dire que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des avocats de la défense, partie civile et les mises en cause, doivent avoir l'opportunité, la possibilité d'argumenter. Et c'est des reports également de procès. On peut se retrouver là dans 3 ans, 4 ans. Pendant ce temps, humainement, est-ce que l'âme de Martinez Zogo n'a pas le droit également de reposer? Donc, cette question-là doit être mise sur la table. Et je pense que les avocats, les parties civiles également, doivent s'appesantir sur cet aspect. Parce qu'en réalité, 3 ans après, qu'est-ce que vous êtes en train de... est-ce que, si nous étions dans le cadre de la croyance, est-ce que s'il aurait atteint son purgatoire? Et ainsi de suite. Où en est-il, cette âme? Il sera en train d'errer? Est-ce qu'il n'a pas droit de retrouver le chemin qui lui est promis et que, effectivement, justice est en train de vouloir être faite? Donc,
les uns des autres doivent aussi mettre un peu de l'eau dans leur vin et savoir qu'il faudrait à un moment donné accepter qu'on puisse organiser les obsèques de Martinez Zogo, tout au moins enterrer les restes de Martinez Zogo. Alors, je vais vous poser une question, monsieur. Qui décide de la date des obsèques de Martinez Zogo? Nous sommes ici dans un cadre judiciaire. Si vous savez très bien que si vous avez une affaire, je ne vous apprends rien du tout sur ce plan-là. Il suffit qu'il y ait opposition et saisie, on scelle le corps. Non, je voudrais... Non, enfin, je suis en train de vouloir dire que même nous, au niveau, de manière triviale au quartier, dès que l'une des parties de la famille n'est pas d'accord et s'oppose, première réaction, on scelle d'abord le corps. Ensuite, maintenant, on va procéder à la levée lorsqu'il y a eu entente et tout, jusqu'à ce qu'une décision de justice est rendue. Est-ce que le corps est scellé? Mais je dis qu'il est mis à la disposition de la justice. Le corps est scellé? Ce corps est mis à la disposition de la justice. Oui. Alors, étant mis à la disposition de la justice, s'il n'y a pas d'opposition et que la famille demande à ce qu'elle voudrait procéder aux obsèques sans opposition, je vous dis que dès le lendemain, vous aurez un programme des obsèques. Je vous pose la question donc. Sauf si la justice voudrait encore mener des enquêtes. Mais est-ce qu'on est encore à la phase d'instruction? Je vous le conseille. Écoutez, monsieur. Donc à partir de ce moment-là, la décision revient à la famille. Très bien. Alors, vous répondez à ma question. Oui. Effectivement, la décision revient à la famille. Oui. Si la famille ne se plaint pas, on reste tranquille. Si quelle famille ne se plaint pas? Si la famille de Martinez Zogo dit je ne veux pas enterrer mon corps maintenant, je continuerai à payer les frais de mort. En quoi ça vous gêne? Non, c'est-à-dire, oui, mais il y a eu un conflit là-dedans parce que Maître Calvin estimait justement qu'il y a un programme de affaires qui était sorti auparavant. Oui, mais j'ai fait allusion à ça. J'ai fait allusion. Nous étions encore à la phase de l'instruction. Oui, le début même. Nous étions encore au début de l'instruction. Ça veut dire qu'on n'avait même pas encore auditionné ou bien interpellé un ensemble de personnes. Qu'on voulait déjà faire le deuil, on voulait déjà l'enterrer. Et c'est là où la famille et les avocats de la famille ont bloqué. Ça aurait été un crime. Ça aurait été un crime. Parce que si on l'avait rapidement enterré, d'accord? Parce que dans le déroulement même de l'instruction, on peut demander encore aller à la mort pour voir ce corps. C'est possible. Vous comprenez un peu? Vous avez vu ici, je fais un parallèle avec l'affaire dite Bogda. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs tests de VIH qui ont été demandés. Si vous enterrez là et puis le lendemain vous dites enfin, bon, pour dire tout simplement, ceux qui ont bloqué au départ pour dire on n'enterre pas, ils avaient raison, vous comprenez? Mais à cette phase maintenant, je dis, seule la famille peut dire nous avons besoin de faire le deuil, nous avons besoin de le corps. On va leur donner le corps. Mais si la famille ne demande pas le corps maintenant, il n'y a pas de problème. La famille peut dire, nous attendons que justice soit rendue et nous ferons le deuil. Vous comprenez? Ça, c'est le droit le plus absolu de la famille. Personne ne peut brutaliser la famille. C'est pourquoi j'ai posé la question, qui a intérêt à demander qu'on enterre Martinez Zogo? C'est la famille. Non, ce que je suis en train de vouloir évoquer ici va au-delà de la famille. Parce qu'en réalité, il y a le besoin du repos de l'âme de cet individu. Vous vous souciez de son âme? Du repos de son âme? Bien sûr, c'est même ça qui est l'objet, qui fait même l'objet de cette procédure judiciaire. Parce qu'en réalité, si on ne se souciait pas de son âme et si on ne se souciait pas de ses droits, il ne devait même pas avoir un besoin de connaître la vérité et que la vérité puisse jaillir. C'est parce que les uns les autres se soucient du défunt et ont besoin que les droits du défunt soient établis. Je vous rappelle qu'on peut faire un devoir de mémoire vis-à-vis d'un défunt. On peut même vous accuser que vous avez commis quelque chose et même à titre posthume, on lave votre mémoire. Donc, c'est très important. Mais nous disons également que même dans le cadre de la culture et de la tradition bantou, si vous n'avez plus besoin du corps, pourquoi vous continuez à maintenir le corps et que nous savons qu'en réalité, cette âme doit reposer en paix. Je peux par exemple dire que les avocats de la famille peuvent très bien aussi dire à la famille, parce que la famille attend aussi la position des experts du droit, des conseils juridiques, qui peuvent dire, nous avons encore besoin, et c'est peut-être pour cela que la famille avait fait bloc à l'époque. Il faudrait aussi que
les conseils juridiques de la famille disent à la famille, à ce stade, au vu de tout ce que nous avons recueilli, sauf si nous récusons toute la phase d'instruction judiciaire, alors à partir de ce moment-là, on a besoin encore du corps. Mais si ce n'est plus le cas, il faudrait que les obsèques de Martinez Zogo... Ce que vous êtes en train de dire, et j'ai bien peur de votre langage, vous êtes en train de laisser croire qu'il faudrait que les avocats disent à leurs clients, il faut qu'on enterre le corps. Je vais vous dire. Non, c'est pas ce que je dis. Ils peuvent dire, en ce qui nous concerne. Non, je vais dire, sur le plan technique, nous avons fini. Monsieur, écoutez-moi bien. Oui. Dans un dossier, bien que vous avez constitué un avocat, vous restez maître de votre dossier. L'avocat n'a pas à vous imposer quoi que ce soit. Vous comprenez? Les avocats n'ont pas besoin de dire à la famille, allons enterrer. Vous comprenez? Seule la famille va dire, aujourd'hui, nous voulons faire le deuil. Vous comprenez? L'avocat va les accompagner. Il va émettre un point de vue. Mais je dis tout simplement que ceux qui ont intérêt à demander qu'on enterre Martinez Zogo, c'est la famille. D'accord. Il faut bien qu'on se comprenne. Mais c'est pour ça que nous disons que la famille, c'est une entité composite. Et dans cette entité composite, il peut avoir des difficultés à avoir une homogénéité. Alors, si par exemple, ceux qui ont demandé l'organisation, bien la tenue des obsèques, même au début de la phase de l'instruction judiciaire, ils n'ont jamais renoncé à l'organisation de cette... Mais c'est quand même... Non, ils avaient un intérêt. Là, je ne ils avaient un intérêt. On vous a expliqué, monsieur Lout, on vous a expliqué que avant qu'on ne commence même l'instruction, il y a un clan qui voulait déjà qu'on enterre. Et je dis, monsieur Lout, vous êtes des avocats, vous-même vous savez très bien que vous êtes en train de donner, de lier cet intérêt-là à quelque chose dont vous n'avez pas encore les éléments, parce que entre l'intérêt peut être que le repos de l'âme. C'est pas parce que je veux pas en parler en public, moi j'ai des éléments concrets, jusqu'à ce jour, des implications avec des personnes qui sont dans des interactions bizarres. Mais bon, moi c'est pas ça qui me concerne. Justement, vous avez parlé du repos. Vous avez parlé du repos de l'âme. Mais moi je veux dire, Martinez ne sera pas reposé, son âme ne sera pas en repos tant qu'on n'aura pas condamné les personnes qui ont posé ces actes odieux en son encontre. Vous voyez bien le fil. Au départ, on a dit, à l'issue de l'enquête préliminaire, la famille pouvait organiser les obsèques. À l'issue de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire sort, on renvoie des gens en instruction. Pourquoi? Pour torture. Une insulte à la face de la famille. Martinez est décédé, on nous dit qu'il a simplement été torturé. La famille a dit, ah ben écoutez, comme c'est comme ça, allez-y, on y va. On verra ce qui sortira de l'instruction. Pendant l'instruction, moi j'ai demandé, on nous sort, avant d'arriver à ma demande, on nous dit, ah, il y avait un premier commando, un deuxième commando. Quand je prends mon stylo, je dis, bah, écoutez, on peut peut-être faire une autopsie, l'autopsie qui va déterminer de tous les actes, des sévices posés sur le corps de Martinez, lequel des sévices a causé la mort à Martinez. On aurait pu éteindre ce débat de premier ou deuxième commando à ce moment-là. Et comme ça, on saurait que voilà, telle personne, quand il est intervenu sur le corps de Martinez, c'est l'acteur qui a causé la mort. On serait passé. Et on aurait même obtenu cette qualification d'assassinat que nous réclamons depuis le début. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, cette demande, je n'ai aucune réponse à cette demande. Donc vous voyez, moi, quand j'explique à la famille que sur le plan, en tant qu'expert, j'ai posé des actes nécessaires, et que finalement les actes n'ont pas obtenu de réponse, rien n'a été effectué, quand bien même, et ça je veux dire, je leur ai dit à un moment donné, oui, il faut quand même penser à... On m'a dit non, maître, non, on ne le fait pas, on le fera quand on voudra, quand on sera prêt, on le fera, mais pour l'instant, on continue avec la procédure, on continue avec l'instruction, on continue avec le... Maître Calvin Diop, je vous relance. Le corps a été officiellement mis à la disposition de la justice. Oui. Maintenant, pour qu'il soit remis à la famille, est-ce qu'il faut un acte judiciaire? Il faut une demande faite là, c'est le tribunal dans la phase d'instruction, on fait la demande au juge d'instruction pour la levée. Le terme technique, c'est la levée des scellés sur le corps de Martinez. Il va autoriser ou pas. Et une fois qu'il est autorisé, on organise les obsèques, on suit. Mais là, maintenant, qu'on est en phase de jugement, si le besoin d'organiser les obsèques se faisait ressentir,
on demanderait effectivement... Donc la famille ne vous a pas encore signalé ce besoin? Non, et elle m'a même encore confirmé que ce n'est pas demain la veille. Voilà, si je peux vous le dire ça comme ça. D'accord. Maître Marx, il y a toujours cette question de civils jugés au tribunal militaire qui n'est pas encore évacué. Vous savez que sur les 17 inculpés, il y en a 3 qui sont des civils. Est-ce qu'on doit s'attendre, dans le cadre de ce procès, à ce que le tribunal militaire finisse par se déclarer incompétent, ou bien on doit revivre une sorte de disjonction de procédure? Oui, je suis très embêté parce que la question, vous la posez à l'homme politique que je suis. Il y a justement mes amis politiques qui ont été jugés au tribunal militaire, condamnés même à 7 ans, d'autres qui ont été jugés au tribunal militaire. Et bien qu'on ne doit pas juger les civils. Donc, quand vous me posez cette question aujourd'hui, je suis très embêté. Quand vous êtes dans un état de droit qui a signé des conventions, de parlement, ratifié un certain nombre de choses, qui juge des civils au tribunal militaire, vous voulez que je vous dise quoi exactement? Je vous rappelle que dans ce pays, il y a eu des décisions de la Cour suprême qui disaient justement qu'on ne peut pas juger des civils au tribunal militaire, mais qu'on n'est pas en train justement d'appliquer. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis moi-même embarrassé. Je suis moi-même embarrassé. Si vous axez l'acte de défense de ce côté, le juge militaire justement peut passer outre. Mes amis politiques sont embastillés parce que jugés au tribunal militaire, c'est des civils. Donc quand vous me dites ça, je suis mal à l'homme politique dont vous posez la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vous dis oui, on ne doit pas juger les civils au tribunal militaire. Mais dans mon pays, malgré qu'on a ratifié un certain nombre de choses, on juge les civils au tribunal militaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien évidemment que nous sommes dans un pays à genoux, dans un pays abîmé. Je suis bien inquiet comme vous. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto posait la question, est-ce que le Cameroun va bien? Maître Calvin Diop, sur la question moi, la formation que j'ai, et là où j'ai commencé mon exercice professionnel, c'est clair qu'un tribunal militaire est une hérésie. Après, comme j'ai toujours dit, à Rome on vit comme les Romains, il y a un tribunal militaire, il y a des règles. Maintenant, pour la question spécifique, oui, on ne devrait pas juger des civils par des militaires, parce que finalement, quand on le voit d'ailleurs, hein, c'est pas les mêmes codes, on va dire. C'est pas les mêmes, du moins, c'est pas le même fonctionnement. Un militaire, il a une certaine façon de voir la société, une certaine façon de voir la vie en communauté, une certaine façon de voir l'autorité. Un rapport à l'autorité qui est assez différent. Le civil, voilà, il n'est pas, enfin, il va qu'à ses occupations, même s'il respecte l'autorité, la hiérarchie. C'est pas le même monde. Il y a deux mondes qui s'affrontent et qui forcément, voilà, ça crée des étincelles. Alors oui, il faudrait pas juger des civils par les militaires. Il faudrait dissocier cela. Alors est-ce que, par contre, la question qu'il faut se poser, c'est que, en le faisant, est-ce que ce n'est pas un signe de défiance envers la justice civile, le fait de juger les civils par les militaires? Est-ce que c'est pas un style de défiance? Ça, c'est les questions qu'on se pose. C'est les questions qui devraient faire l'objet de débats parlementaires pour voir comment peut-être changer cet état des choses ou évoluer en ce sens-là. Alors surtout dans le cas qui nous concerne, le cas d'affaire Martinez, on voit quand même qu'il y a, oui, quasiment 17 militaires qui sont concernés. Enfin, du moins. 14. Oui, et 3 civils. Oui, effectivement. 14 militaires et 3 civils. Donc, même quand on fait le ratio, bon, est-ce que le ratio ne penche pas sur les militaires ou c'est une question de ratio. Après, non, mais c'est les idées comme ça que je lance comme ça, machin, mais il faudrait effectivement revoir cette question-là, parce qu'on le voit clairement, c'est pas la même approche de la justice. C'est pas il y a un certain confort qui y est, qui ne devrait pas être applicable à de simples civils. D'accord. Oui, Jean-Claude. Oui, il faudrait que, comme nous sommes là pour édifier aussi les téléspectateurs, c'est à peu près comme la notion des budgets moyens a évolué en budget programme. Dire tout de suite et placader que est-ce que le tribunal militaire doit juger les civils est désuet aujourd'hui. C'est en fonction de la qualification
des faits et de ce à quoi vous êtes poursuivi. Les attentats, par exemple, du 11 septembre ont démontré que la sécurité des États-Unis a été mise à mal par des civils. Et à partir de ce moment-là, qui sont en charge de la sécurité de l'État? Comment voulez-vous que ceux qui sont en charge de la sécurité de l'État ne puissent pas poursuivre ceux qui mettent à mal la sécurité de l'État? Donc, au nom de cette évolution des faits et de cette prise en compte-là, vous allez naturellement trouver que si vous êtes poursuivi dans le cadre des éléments qui mettent en mal la sécurité de l'État, c'est le tribunal militaire qui est compétent. Que vous soyez civil ou militaire. Moi, j'ai été, si vous permettez, j'ai été avocat des familles des attentats du 13 novembre à Paris. On a été jugé par une justice civile. Et c'était bien, comme ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas de difficulté. C'est un attentat. Oui, je dis que vous pouvez. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut maintenir cela. Vous fondez sur quoi? Non, c'est une qualification, parce que c'est en fonction de la qualification. Aujourd'hui, on ne peut pas tout simplement dire que parce que Maître Maswabo est civil, alors il ne peut pas être poursuivi. Non, c'est de l'inédit. Aujourd'hui, si vous êtes parmi ceux qui mettent à mal la sécurité de l'État, sachez que vous pouvez être jugé dans le cadre d'un tribunal militaire. Je vous prends aussi un autre exemple. Il y a eu, par exemple, le sinistre de la Sonara. Les uns et les autres peuvent voir ça comme ça, mais en réalité, c'est une question de sécurité nationale qui se pose. Et c'est une question de souveraineté nationale. Et vous allez être étonné pourquoi, par exemple, la CEMIL peut être concerné par ce type d'affaires. Parce qu'en réalité, là où on manipule du carburant et tout, ça peut être tout ce qui est comme objet qui peut susciter, par exemple, de l'explosion, des combustibles et tout, est regroupé et considéré comme des artifices. Vous voyez, par exemple, lors des fêtes de fin d'année, nous avons des feux d'artifice et tout. Attention, on a souvent dit que c'est réglementé, parce qu'en réalité, à une certaine échelle, ça devient un problème de menace de sécurité nationale. Vous voyez par exemple les drones qui sont civils aujourd'hui, mais ces drones-là peuvent être également militaires. C'est pour cela que c'est réglementé. Donc ce n'est pas un problème de dire que voilà un civil qui est en train de piloter un drone. Aujourd'hui, même un drone civil peut être porteur de charge, à condition. Vous pouvez avoir un drone qui est porteur de caméras, juste pour l'information par rapport dans le cadre du journalisme, mais vous pouvez également avoir un drone qui est porteur de charge. Et vous allez venir dire que l'armée va interpeller celui-là qui a violé, par exemple, un espace aérien qui est sécurisé, et il va être étonné d'être interpellé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de menacer la sécurité nationale. C'est pourquoi l'usage d'un drone est assujetti à... Oui, c'est pour ça que nous sommes en train de dire que faisons attention, parce que nous sommes souvent à la frontière de ce qui peut être, ce qui peut mettre en difficulté la sécurité nationale. Et à partir de ce moment-là, le tribunal militaire est bel et bien compétent. Donc ici, il faudrait qu'on comprenne que c'est une qualification des faits qui donne compétence au tribunal militaire, et non de la qualité de l'individu en partie parce qu'il est partie civile tout simplement. Maître Merceau. Je vais vous poser une question, monsieur. Dans le cadre de mes amis politiques, le tribunal militaire était compétent? Ceux qui ont marché là, le tribunal militaire était compétent? Mais oui, si vous voulez qu'en 30 secondes que je vous répondez. Bon, le répondez ne veut pas dire que c'est vous qui posez les questions, comme si vous êtes un journaliste. Bon, mais j'apporte des éléments de réponse, maître. Je comprends que c'est la passion du débat. Mais en réalité, ils ont dit qu'il y aura le chassement à la fin de leur marche. Qui parle de chassement voudrait dire que quoi? C'est-à-dire renverser une institution. La première des institutions de la République, c'est le chef d'État. À partir de ce moment-là, lorsque vous voulez renverser l'ordre institutionnel, mais oui, je vous dis que lorsque vous décidez de renverser l'ordre institutionnel, donc c'est-à-dire que vous ne voulez plus respecter les institutions qui sont mises en place, je vous rappelle que les militaires sont en charge du respect des institutions. Et ils sont là également pour la défense de l'intégrité territoriale. Ils sont là également pour le cadre de la sécurité nationale. Donc à partir de ce moment-là, si vous entrez dans l'un des cas, ou bien dans une qualification
similaires et proches, vous ne devez pas être étonné que c'est le tribunal militaire qui vous approche. Parce que le chassement est exactement considéré comme un coup de force. Vous voyez. Et le coup de force est militaire. Monsieur Youd, vous voyez, vraiment, je ne veux même pas. Je suis ahuri, je tombe de nuit. Donc pour vous, encore que cette expression de chassement, si je vous dis qui l'a dit, vous pouvez le dire. Donc si je dis on va faire une marche parce qu'il faut chasser M. Biya, pour vous... Qui a été règlement élu par un peuple souverain. Je fais une marche, je dis la marche vise à chasser M. Biya. Oui. Pour vous, c'est une infraction militaire. Mais bien, vous voulez Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Donc, vous Je le dis sur un plateau de télé. Je le dis sur un plateau de télé. Camerounais, vous pouvez vous lever pour revendiquer vos droits. Vous pouvez vous lever pour dire, Enéo, on a besoin d'électricité, on a besoin de l'eau. Vous pouvez marcher pour réclamer l'eau. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train d'appeler les gens à l'insurrection. Parce que ce que vous dites là, monsieur... La sédition peut se faire même non, en plateau. Attendez. Même dans le cas des réseaux sociaux. Écoutez, quand je dis aux gens, revendiquez vos droits. Faites attention. Non, quand je dis aux gens, écoutez-moi un peu. Quand je dis aux gens, revendiquez vos droits. D'accord? Est-ce que la marche n'est pas prévue dans des modes de revendication? Et quand vous me dites qu'on a dit le chassement, je suis désolé, moi, vous attaquez mon parti. On n'a jamais tenu cette expression chassement. Et je suis ahuri de trouver que le tribunal militaire de mon pays, si je m'en tiens à vous, a condamné mes camarades politiques parce qu'on a dit, à la fin, il y aura le chassement. Ouais. Incroyable. On parlait ici de la DGRE qui doit être à titre préventif. Devons-nous laisser que le coup de push puisse être organisé? Est-ce que mes amis, c'est de ça dont il y a question. Et la DGRE travaille toujours à titre préventif. Et que lorsque l'affaire se produit, ça voudrait dire qu'il y a eu des faillances. C'est de ça dont il y a question. Et il fallait neutraliser mes camarades politiques qui ont marché ce jour-là, ils ont posé des actes. Ils avaient clairement dit et évoqué. Je vous rappelle que vous êtes des avocats, je ne vous apprends rien du tout. Si je vous promets par exemple la mort, là tout de suite je vous dis, Maître Maswabo, je vais vous faire et tout, on doit me prendre au sérieux. Et on peut me neutraliser ou bien m'interpeller au nom de cela. Parce que si je passe à l'acte, demain, Maître Maswabo ne sera plus là. Et on va se poser la question, pourquoi n'a-t-il pas été protégé? C'est incroyable ce que vous me dites là. C'est comme dans ce pays, on a créé une infraction qui n'existe nulle part dans le code pénal, complicité intellectuelle. C'est incroyable. Heureusement que ça, c'est qu'on analyse personnelle. Ce n'est pas ce qui est sorti de la décision des juges qu'on a dit qu'il y avait chassement. Complicité intellectuelle, ça existe où? Monsieur Youd, allez-y, vivez voir cet exercice. Mais les sources du droit sont, c'est quoi, maître? Vous êtes sérieux là, monsieur? Mais on est sérieux comment? La jurisprudence n'est pas une source du droit? Et attention, il y a eu un cas ici. Est-ce que la jurisprudence voudrait tout simplement dire uniquement ce qui est écrit? Il y a une jurisprudence. Mais il faut dire que la jurisprudence devient une source du droit. Attendez, monsieur, il y a une jurisprudence ici. On a eu à condamner quelqu'un pour complicité intellectuelle et auquel cas on l'a appliqué à... C'est une décision déjà de justice et on sait dans quelle mesure un juge prend... Je vais te dire. Monsieur Youd, je vais vous dire, monsieur Youd. Parce que j'ai dit au départ qu'il y avait la primauté de l'exécutif sur le judiciaire. C'est pourquoi on arrive à de telles situations. Il faut condamner M. Youd. Trouvez-moi des infractions, même si vous devez créez-moi ces infractions. On en arrive là. J'ai suivi Maître Charles Tchunga. Non, pas Maître Charles Tchunga, le bâtonnier, l'ex-bâtonnier monté, dit qu'ils sont arrivés dans des procès où le magistrat leur a dit, c'est un dossier qui est suivi par le garde de Sceaux. Ils sont rapprochés du garde de Sceaux. Le garde de Sceaux a dit vraiment, je n'ai donné aucune instruction. Je ne sais même pas de quoi on parle. Nous avons des cas, on a des cas comme ça qui sont légion. Comme on est là parfois, vous allez dans une unité de gendarmerie parce que vous voulez intervenir pour quelqu'un, on vous dit, j'ai reçu les ordres du haut commandement, j'ai reçu les ordres de Yaoundé. Qui est Yaoundé? L'individu de Yaoundé, c'est qui? Mais vous savez ce que je veux te faire comprendre. Vous allez demander la preuve. Le dossier sera vide à charge. Vous allez démonter ça. Non, ce que je veux dire. Ne créons pas. Monsieur Youd, ce n'est pas ce type d'argument-là que vous, les avocats, vous avez l'habitude de démonter en disant que le dossier était vide. Donc, vous savez, dire que mes amis politiques sont allés en prison parce qu'on a dit chassement, encore qu'on n'a pas dit, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire que ce n'est même pas le cas. C'est même pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Ok, Maître Calvin Diop, je vais vous poser cette question et on va faire un dernier tour de table parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Il y a
cette observation qui revient avec emphase, parce que les 17 accusés sont tous accusés de complicité. Dans l'ordonnance, c'est clairement énoncé, complicité de torture, complicité d'assassinat, complicité. Finalement, est-ce qu'on n'a pas encore identifié le véritable commanditaire ou tout au moins de l'assassinat de Martinez-Zogo? Alors, si vous lisez l'ordonnance, vous comprendrez qu'on a identifié celui qui a donné les instructions. N'est-ce pas? C'est marqué dans l'ordonnance. C'est juste que, bon, je ne sais pas par quelle alchimie celui qui a donné les instructions ne se retrouve pas poursuivi pour assassinat ou tentative d'assassinat. Je ne sais pas. Ça, je ne comprends pas. Pourtant, c'est écrit, comme on dit en termes juridiques, expressis verbis, dans l'ordonnance. C'est dans l'ordonnance. L'identité de la personne qui a donné l'instruction pour assassiner Martinez. Wow. Relisez cette ordonnance, vous verrez. Elle circule sur les réseaux. C'est bien indiqué. Mais la personne n'est pas inquiétée ou n'est pas... Non, la personne est parmi les mises en cause. C'est bien indiqué. La personne est parmi les mises en cause. La personne est parmi les mises en cause. Je ne sais pas pourquoi on cherche ailleurs ce qui est dans le dossier. En tout cas, moi je vous dis ce que j'ai lu dans l'ordonnance. C'est bien indiqué. Une personne a donné des instructions pour Martinez. On cherche qui encore? Je comprends le sens de votre question, hein, et c'est même le sens de l'orientation qu'on a voulu nous donner depuis le début dans cette affaire. C'est qu'on a essayé de nous faire croire qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre et qui pilotent le dossier, et que les personnes mises en cause sont des sortes de victimes expiatoires de clans qui se bagarrent et consortent. Je dis clairement, moi je l'ai dit dès le début, quand on lit le dossier, on ne se pose pas de questions. Et quand on lit encore cette ordonnance, il n'y a pas de question. Bon, voilà. Et maintenant, le véritable combat que nous avons à mener durant le procès, c'est de faire en sorte que la qualification d'assassinat soit applicable à tout ce groupe. Parce qu'il y a eu une entente, des instructions qui ont été données, une organisation qui a été mise en place pour attenter à la vie de Martinez-Zogo. Il y a une évolution physique, certes, de Martinez à ce moment-là, parce qu'il a été torturé, sauvagement et de manière odieuse. Mais à l'issue de sa torture, il n'a pas survécu. Donc pour nous, que l'instruction aurait dû suivre ce mouvement-là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous espérons que durant le procès, ils suivront le mouvement pour aboutir à la réelle qualification des faits pour l'ensemble des personnes. La seule et unique qui prévaut, c'est celle d'assassinat. D'accord. Chers panélistes, on s'achemine vers la fin de cette émission. On prend un dernier tour de table sur la question, dernière réaction. Jean-Claude Oyout, est-ce que, au regard de cette première audience, vous avez l'impression que tout est parti pour un procès qui va durer peut-être une éternité ou bien? Non, pas une éternité. Tout comme nous l'avons dit pratiquement à l'entame de notre propos à ce sujet, où si les avocats, partie civile de la défense sont d'accord sur tout, vous allez voir que la décision va être rendue très rapidement. Mais si les uns les autres ont des exceptions à apporter, des éléments de preuve, et des preuves nouvelles et des pièces nouvelles à insérer dans le cadre du dossier, l'autre partie doit aussi avoir le temps de préparer sa défense et ainsi de suite. C'est un mécanisme tout à fait normal dans le cadre d'une procédure. Ici, la qualification des faits à la suite de l'instruction judiciaire peut aussi, si on cherche à regrouper, on peut parler d'homicide volontaire, homicide involontaire et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment-là, le verdict qui tombera, qui sortira de là, nous dira et nous fixera exactement qu'est-ce qu'on en est. A-t-on eu besoin d'intimidation et puis peut-être ça s'est passé mal, ou bien il y a eu torture et que les sévices corporels ont conduit à la mort, ou bien il y a une volonté directe, nette, planifiée
de vouloir assassiner à travers cela par un certain nombre de méthodes. Je pense que le procès nous en dira. Nous faisons confiance à la justice. Nous nous félicitons que l'ensemble des parties sont tout au moins déjà d'accord et accordés que le procès est équitable. Le procès est en train d'être équitable. Les qualifications des faits, ça relève bel et bien du droit où on peut récuser ou bien on peut accepter. Donc à partir de ce moment-là, le gouvernement a tenu parole, c'est-à-dire en démontrant que rien ne sera occulté, aucun magistrat ou bien juge ne sera aux ordres, la justice fera son travail et le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Maître Maswabo, au regard sur la base des révélations qui ont été faites ici, de toutes nos analyses et particulièrement les observations faites par Maître Calvin Diop qui est à l'intérieur de cette affaire, est-ce qu'on peut dire que ce procès nous réserve beaucoup de surprises? Oui, ce procès nous réserve beaucoup de surprises. Mais je soutiens Maître Calvin Diop parce qu'il est du côté de la victime. Il est du côté de la victime et je lui demande de ne pas baisser les bras, de se battre pour qu'on ait quand même un procès équitable. Il lui revient cette lourde mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas des mains invisibles qui feront en sorte qu'à la fin, on ait une décision qui peut être biaisée. Donc, tous les Camerounais épris de justice, tous les Camerounais qui souhaitent que justice soit rendue dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, devrait soutenir Maître Calvin Diop parce qu'il a une très lourde mission. Maître Calvin Diop, dans quel état d'esprit est la famille, les membres de la famille? On sait qu'au départ, il y a eu beaucoup de dissensions internes. Il y a eu même des menaces qui pesaient sur Diane Zogo. Quelles sont les attentes au niveau de la famille là-bas? Les attentes sont simples. C'est que le tribunal juge chacun à l'aune des actes qu'il a eu à poser et que, à l'issue, les principaux responsables soient sanctionnés. Et que, en un mot, que justice soit faite pour Martinez Zogo. C'est ça l'état d'esprit, c'est ça les attentes de la famille à ce jour. Et donc, il n'y a plus de dissension? Toujours, il y en a toujours, mais nous travaillons à les amenuiser, à les atténuer. Mais vous savez, comme je toujours dis, un assassinat, c'est vraiment un drame qui chamboule les esprits, qui bouleverse les familles. Et ça apporte avec soit son lot de dissensions, de tensions. Nous avons essayé pendant un an de les amenuiser, d'éviter que ça s'ébruite et d'essayer de rapprocher ce qui était possible de rapprocher. Nous avons constaté à un moment donné que c'était un peu peine perdue, mais nous persistons dans cette voie-là, essayer d'éteindre totalement toutes les dissensions. Nous souhaitons beaucoup de courage pour la suite de ce procès. En tout cas, nous serons toujours disponibles et disposés à vous recevoir sur le plateau de cet hebdo à tout moment. Merci d'être venu ce dimanche. Merci infiniment. Maître Maswabo, merci d'être venu pour ce plaisir partagé. Jean-Claude Youth, vous êtes un habitué de cet hebdo. Est-ce que c'est encore nécessaire de vous remercier? Nous nous remercions le Rassemblement démocratique peuple camerounais, la hiérarchie, qui désigne ses communicants. Et chaque fois où vous solliciterez le Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous reprendrons toujours plaisir. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Maître Achille Ledio. Peut-être qu'il a eu un empêchement de toute dernière minute. En tout cas, nous allons avoir le temps de vérifier et de l'avoir au téléphone juste après cette émission qui s'achève à l'instant. Souvenez-vous les heures de rediffusion et surtout que vous pouvez suivre à nouveau cette édition sur nos pages Facebook et YouTube STV Cameroun. Bonne fête de la Pâque à tous les fidèles chrétiens.